Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet des avocats. Nous intervenons sur 3 sets de compétences que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Arthur de Thomas. Arthur est avocat associé au sein du cabinet Hogan Lovells. Il intervient en contentieux des affaires et gère une équipe de 26 collaborateurs. Tout au long de cet épisode, il vous racontera son parcours, les cabinets par lesquels il est passé et ce qu'il a pu réaliser. Cet épisode est palpitant et nous souhaitons bonne chance à maître de Thomas pour les élections au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître de Thomas, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Hogan Lovells à Paris, situé 17 avenue Matignon. Bonjour maître Arthur de Thomas. Bonjour Valentin. Alors je suis ravi que vous puissiez me recevoir, surtout que vous m'avez été recommandé par quelqu'un que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps qui s'appelle François Kopf, que j'aime beaucoup. Et François ne me recommande jamais personne, donc quand il le fait, c'est qu'on doit avoir quelqu'un d'exceptionnel en face de nous. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui. Écoutez, moi je suis très heureux de vous recevoir. Super. Alors la première question est toujours la même, vous la connaissez. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat ? J'étais un étudiant en droit assez moyen, assez littéraire. Voilà, j'ai fait un BDUG droit anglais, ça s'appelait BDUG à l'époque, droit anglais à Nanterre. Et puis je suis parti faire un LLM aux États-Unis. J'ai passé le barreau de New York. Je suis rentré en France, passer le CFPA avec l'ambition de retourner travailler aux États-Unis. Et puis j'ai été rattrapé par le service national qu'il fallait qu'on fasse à l'époque. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je suis parti pendant 2 ans enseigner le droit à la faculté de droit de Phnom Penh au Cambodge, où j'ai passé 2 années absolument extraordinaires. Juste après avoir passé le CFPA, voilà, je me suis envolé, j'y suis resté 2 grosses années universitaires avec, dans un pays, je ne sais pas si vous connaissez l'Asie du Sud-Est, ça change une vie. Les couleurs sont plus brillantes, plus colorées, il fait plus chaud, les joies sont plus intenses, les peines énormes. On vit une espèce de vie en technicolor, vous voyez. Et j'ai passé 2 années fantastiques. J'ai découvert la passion de l'enseignement, j'enseigne toujours, j'ai jamais cessé d'enseigner depuis le Cambodge, et des gens fantastiques, voilà, quand on est très loin, on a des amis qui deviennent des frères, des patrons qui deviennent des amis, et donc 2 années vraiment assez extraordinaires, voilà, sous la direction d'un prof de droit lyonnais qui s'appelle Maurice Gaillard, qui était voilà, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et à l'issue de ces 2 années au Cambodge, je me voyais assez mal retourner à l'école et faire l'EFB. Et donc, j'ai profité de la passerelle de l'article 100 qui m'était offerte par le barreau de New York et je suis devenu avocat tout de suite. En fait, je suis rentré de Phnom Penh. En réalité, je suis passé à Saigon. Je suis allé passer un entretien à Saigon. Et pour voir si je ne pouvais pas rester un peu en Asie du Sud-Est. Et l'avocat que j'ai rencontré dans un cabinet dont je tairai le nom m'a semblé un peu perdu pour la France, quoi, un peu cramé. Et je me suis dit, il faut sans doute rentrer. Voilà, c'est le bon moment, en fait, 2 ans c'est bien. La liberté c'est fantastique, mais les règles c'est pas mal, allez on rentre. Et je suis rentré et j'ai envoyé 5 ou 6 CV. J'ai passé un entretien le jeudi, j'ai commencé le lundi. Dans un cabinet qui s'appelle Salant Sertzfeld Heilbrod. Et donc j'ai la particularité d'avoir commencé dans ce métier sans jamais avoir fait de stage. C'est-à-dire que j'avais jamais mis les pieds dans un cabinet d'avocat avant de commencer à bosser. Et donc je ne comprenais rien de ce qu'on me disait, je n'ai pas compris l'offre qu'on m'a faite. Et voilà, donc j'ai commencé un peu par hasard comme avocat. Est-ce que c'est le Salance qui s'est transformé en Dentons en 2009 ? Voilà, c'est Salant Sertzfeld Heilbronn qui est devenu ensuite Salance, qui ensuite a beaucoup fusionné après mon départ pour devenir aujourd'hui voilà, le cabinet Dentons. Très clair. Et alors du coup, qu'est-ce que vous découvrez comme première expérience ? Quelles sont vos responsabilités à l'intérieur de ce cabinet ? Et c'est quoi exercer le métier d'avocat finalement en France ? Parce que vous avez le barreau de New York, vous avez bossé 2 ans en Asie du Sud-Est. Là, vous venez, finalement, vous posez vos valises sans vraiment comprendre ce qui se passe. Vous passez un entretien le jeudi, vous commencez le lundi et là, vous tombez directement dans le grand bain.
Eh ben, c'est les années de l'explosion, c'est la fin des années 90, c'est l'explosion du M&A. Et donc on me dit tu vas faire du M&A. Donc je dis oui, très bien. Je retourne dans mon bureau, j'envoie un email à un copain qui est avocat, je lui dis c'est quoi du M&A. Et puis le soir on me dit tu pars faire des due deals parce qu'il y avait la fusion aérospatiale Matra et DASA qui a donné EADS. Et donc on allait faire une due deal à Toulouse pendant 1 mois et demi. Où on a follement rigolé. Je ne savais pas ce que c'était qu'une due deal. Donc pareil, j'ai envoyé un email, on m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Donc écoutez, c'est mettre ce qu'on a appris, c'est-à-dire pas énormément de choses, son intelligence, sa capacité de travail surtout, au service d'une équipe qui travaillait à ce moment-là. Enfin, on travaillait comme des fous. On rigolait très dur, mais très fort. Mais voilà. Bon, je ne sais pas si on travaillait très fort et rigolait très dur, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment des années assez exaltantes. Où dont on relève la tête avec difficulté, voilà, parce que c'est un rythme de travail qui s'enchaîne assez effréné. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir finalement? Vous rentrez de 2 ans où vous avez adoré ce que vous avez vu en Asie, où ça devait être entre guillemets plus light que ce que vous avez fait au sein du cabinet. Là, vous arrivez et immédiatement on vous balance sur une due deal pendant 1 mois et demi, vous n'allez pas voir la couleur du jour pendant 1 mois et demi. Qu'est-ce qui vous fait tenir au quotidien et est-ce que vraiment vous vous dites en fait c'est ça le métier d'avocat, est-ce que j'ai envie de le faire? Ou est-ce que vous avez directement finalement un électrochoc en vous disant en fait c'est en passant par là que derrière je vais réussir? Alors je ne sais pas si je vais réussir, parce Ouais. que j'ai à ce moment-là un patron qui est un type génial, très inspirant, qui adore le métier, qui nous explique les négos, la façon dont ça se passe, qui nous emmène partout, on est sur les calls, on voit tout. Et donc, C'est qui ce patron? Frédéric Bailly, qui exerce aujourd'hui, qui a quitté la profession pendant un moment, qui est maintenant qui est revenu à la profession, et voilà, qui a beaucoup compté pour moi, qui était le patron auquel on a envie de ressembler. Il avait du charisme, il était beau, il était sympa, il était marrant. Voilà, c'était un bonheur, quoi. Et puis j'ai fait ça, je devais partir au bureau de New York du cabinet. Et puis, un peu par hasard, d'abord il y a eu l'explosion de la bulle Internet, le 11 septembre 2001, qui a fait que les relations franco-américaines étaient quand même plus compliquées en termes de business. Et donc, on m'a dit, écoute, patiente un petit peu. Et en 2002, un peu par hasard, j'ai passé le concours de la conférence. Moi, je n'avais jamais mis ma robe parce que mes parents m'avaient offert une robe quand j'ai prêté serment, mais elle n'était pas prête le jour de ma prestation de serment. Donc, j'ai prêté serment dans une robe empruntée. Et puis, j'avais ma robe que mes parents m'avaient offerte, qui traînait dans un placard. Elle n'était même pas au bureau, elle était chez moi. Vous voyez. Et puis, j'ai été passer le concours de la conférence. Et puis, on passe le premier tour. On se dit, ah, c'est intéressant. Puis on passe le second, on se dit, ah bah, j'aimerais bien l'avoir quand même. Et puis, troisième tour, voilà, extraordinaire, je l'ai eu. Et ça, c'est vrai que ça change un peu la vie d'un collaborateur M&A dans un cabinet à ce moment-là qui était très différent de ceux dont venaient les autres camarades qui étaient dans ma promo de la conférence. Et donc, ça a été une découverte totale dans le grand bain. Moi, ma première plaidoirie de ma vie, c'est le 20 janvier 2003 à la cour d'assises de Paris, dans une affaire d'homicide. C'est vrai que c'est pas banal. Voilà. Je crois que j'ai pas été très bon, mais le jury a eu pitié pour mon client et donc on avait eu un assez bon résultat. Voilà. Comment on fait pour passer du M&A au pénal comme ça et qu'est-ce qui vient changer votre profession? Parce que je suppose que c'est pas la même chose. Vous exercez en costard toute la journée. L'objectif c'est de pouvoir obtenir un deal pour votre client, mais vous n'êtes pas vraiment entre guillemets la clé de succès du deal parce que c'est beaucoup plus sur le business. Là, vous êtes le seul rempart finalement devant votre client. Comment finalement ça se passe dans votre esprit et comment votre métier change à partir du moment où vous faites ça pour la première fois? Alors d'abord, comment on y arrive? C'est vrai que ça semble un peu irresponsable de donner des dossiers aussi importants à des gens qui ne sont pas formés. D'abord, on est élu fin octobre, tout début novembre, et donc on a 2 mois pendant lesquels on travaille d'arrache-pied. Et ça, on savait le faire. On était 2 dans ma promo de la conférence sur les 12. Il y avait aussi François Kopf qui était collaborateur à ce moment-là, je crois qu'il était chez Herbert Smith en M&A, pareil. Et on ne connaissait pas le pénal, mais on savait vraiment travailler. Donc pendant 2 mois, on a bûché comme des dingues. Ensuite, il y avait des grands de la profession qui nous recevaient pour nous aider. On a eu un cours de nullité de procédure
fait autour de très grandes quantités de cognac organisé par Olivier Metzner, qui était à ce moment-là le pape absolu de la procédure. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, quoi. Vous venez d'être élu à la conférence, vous êtes nobody, et vous êtes, voilà, on a été reçu chez Olivier Metzner qui nous a donné un cours de procédure. Pareil, les anciens de votre lignée, parce que dans la promotion vous êtes 12, vous savez, vous êtes numérotés, et donc chacun a sa lignée. Les anciens de votre lignée prennent contact avec vous, vous disent s'il y a la moindre difficulté, tu m'appelles. Il y a une entraide très forte. Donc on apprend ce métier, on apprend aussi parce qu'on est tout de suite dans le bain. Moi j'étais de permanence le 1er janvier, donc le 1er janvier 2003, ma première permanence a commencé par un coup de fil du bâtonnier. Je déjeunais, un peu fatigué, comme on peut l'être au déjeuner du 1er janvier. Le bâtonnier m'appelle pour un confrère qui était en garde à vue et qu'il fallait aller sortir de garde à vue, parce qu'à l'époque l'avocat n'était pas en garde à vue, pour représenter le bâtonnier. Et puis l'après-midi, un dossier absolument incroyable de terrorisme est tombé. Je me suis retrouvé à la galerie Saint-Éloi, qui était la galerie des juges antiterroristes. Et donc vous êtes bercé, jeté immédiatement dans le grand bain. Voilà. Donc à ce moment-là, vous êtes encore chez Salence, quand Oui. vous êtes à la conférence. Votre année de conférence se passe. Et comment vous arrivez finalement à articuler les deux, c'est-à-dire votre volet pénal en permanence criminelle et également le volet M&A au sein du cabinet? Alors, d'abord, ils ont été très sports, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ça allait prendre du temps. Moi, en plus, j'étais à la conférence, j'avais un rôle qui faisait que ça me prenait vraiment pas mal de temps. Le premier Voilà, j'étais premier. Et surtout à la fin de l'année, parce que vous faites un discours au moment de la rentrée solennelle du barreau devant le garde des Sceaux. Enfin voilà, faut pas se rater. C'est un grand moment, et puis c'est un moment assez extraordinaire parce que moi, d'abord, j'adorais le sujet sur lequel j'ai fait mon discours. J'ai rencontré plein de gens. C'était quelqu'un qui avait vécu peu de temps avant, et donc j'ai pu rencontrer tous les gens qu'il connaissait, qui étaient des gens qui étaient des ministres, des académiciens. Enfin, c'est absolument génial. C'est vrai que j'ai pris le temps, j'en ai profité. Et le cabinet a été, je dois dire, assez extra, parce qu'ils m'ont vraiment laissé faire la conférence et en profiter pleinement, parce que c'est Noël tous les matins. C'est ce que je dis à tous les jeunes qui veulent passer la conférence. Je leur dis, profitez-en tous les matins. Vous descendez de l'escalier, au pied du sapin, il y a un nouveau cadeau. Ça dure 1 an. Ça va très vite, 1 an, mais ça dure quand même 365 jours. Voilà. Et donc, je l'ai fait à plein, mais j'ai quand même continué à bosser. Et donc, j'ai essayé d'être présent sur les dossiers. C'est vrai que j'ai plus fait des cessions que des acquisitions, parce que les cessions demandent un peu moins de présence, d'intensité en temps que les acquisitions ne pouvaient le faire. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce des grands écarts qui se créent, qui fait qu'à la fin de l'année, je ne me voyais pas, après la conférence, je ne me voyais pas retourner faire du M&A comme si de rien ne s'était passé. Voilà. Et c'est là que vous tournez vers finalement le contentieux des affaires, le contentieux M&A. Ouais, et donc en fait, j'ai demandé à mes patrons de pouvoir faire évoluer ma pratique et de faire du contentieux, en même temps que je voulais continuer à faire du M&A, parce que j'aimais beaucoup ça, j'aimais les contrats, j'aime la négo, j'aimais l'intensité des deals. Et en fait, c'était pas possible pour des raisons notamment de budget. C'était pas les mêmes équipes, c'était très compliqué. Et donc, je suis parti et j'ai rejoint à ce moment-là un cabinet qui avait 4 ou 5 mois, qui était encore dans les travaux de ses locaux, qui s'appelait Coty Vivant, voilà, CVML, et qui a été une expérience assez exaltante de création de cabinet. Alors, j'étais juste collaborateur, hein, j'avais un rôle qui était limité à ce que je représentais, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on a participé à cette espèce d'aventure d'un cabinet qui était assez génial, très français, mais avec une dynamique entrepreneuriale très forte, des associés avec des très grosses personnalités, une envie d'expansion à l'international, ce qui n'était pas banal. Je n'étais pas convaincu, je ne suis pas sûr encore de l'être totalement, mais c'était très nouveau, et qui voulait donner leur chance à tout le monde. Voilà. Pour peu que vous soyez capable de saisir le ballon et de courir avec, il disait vas-y, prends la balle et cours avec. Et ça a été absolument génial. Et donc vous y arrivez en quelle année chez CVML? J'y arrive en 2004.
Ouais. Donc vraiment pas très longtemps après la conférence, quand je me rends compte que je ne peux pas changer de métier chez Salence. Et donc j'y arrive, mais comme j'avais jamais fait de stage, comme je vous le disais, j'avais jamais fait de contentieux. C'est-à-dire que moi, le seul contentieux que je connaissais, c'était le contentieux pénal, parce que, par la conférence. Donc j'apprends un nouveau métier, mais parce que la conférence m'avait fait aimer la procédure, j'adore la procédure civile. La procédure dans le tribunal de commerce, c'est quelque chose d'absolument fascinant, parce que c'est souvent la clé de beaucoup de victoires arrachées à des mauvais dossiers. Voilà. Et donc, je me passionne pour la procédure et on travaille très fort, on rigole énormément. On faisait beaucoup la fête, mais j'apprends donc ce métier, voilà, et je travaille à la fois en conseil et en contentieux, à faire des deals en corporate et puis des dossiers de contentieux commercial, un peu de pénal des affaires, un tout petit peu de ce qui commence, il n'y a pas beaucoup de dossiers encore à ce moment-là, mais ça va vraiment se développer, c'est tout le contentieux parapénal devant l'AMF, les abus de marché, le manquement d'initiés, la manipulation de cours. Voilà, et donc on travaille pas mal pour des hedge funds qui font l'objet d'un certain nombre de poursuites devant les autorités de marché. Et donc voilà, c'est vrai que c'est exactement au milieu de ce que je sais faire, c'est-à-dire le corporate, les opérations qu'il faut comprendre. Et puis le pénal, la défense, parce que c'est bien de comprendre les opérations, mais si on n'est pas capable d'aller se colter avec son régulateur, on ne fait pas son métier à plein. Et donc voilà, je me rends compte que petit à petit, que c'est sans doute vers ça qu'il faut que je tende. Très clair. Donc là, vous avez entre 5 et 10 ans d'expérience quand vous arrivez au sein du cabinet. Oui, et je suis associé, je suis associé très vite. Ils m'associent au bout de 18 mois, ils me disent que c'est bon, et 2 ans, je suis associé. Et c'était important pour moi. Parce que voilà, je me disais, si je suis dans un cabinet comme ça, qui est très entrepreneurial, très dynamique, il faut que je prenne ma part ou alors que j'aille ailleurs, quoi. Voilà. Et donc ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils me disent, voilà, il y a une plateforme, elle est ce qu'elle est, prends la balle, cours avec, fais ton chiffre, va voir tes clients, développe ton truc, débrouille-toi. Voilà. Et alors comment vous allez justement, vous avez utilisé une expression tout à l'heure qui m'a fait beaucoup rire hors micro, si vous voulez la couper, je la couperai après, mais vous êtes finalement en slip dans les rues de Paris avec un canif pour aller chercher un poisson. C'est exactement ça, tout jeune associé avec une légitimité qui est pas très forte, hein. Vous n'êtes pas très connu du marché, effectivement, vous avez l'impression d'être un peu un gars un peu en slip, peut-être en caleçon, dans la rue, voyez, avec un petit couteau pour aller chasser des ours, quoi. Et donc, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'ours dans les rues, donc il faut les trouver. Et ensuite, quand vous tombez nez à nez avec un ours et que vous êtes en caleçon, il faut avoir un peu de dextérité pour le capturer. Donc, c'est un peu l'impression. Mais écoutez, à ce moment-là, je me disais, voilà, les gens qui décident et qui ont mon âge, qui sont jeunes, ils sont dans les fonds et qui sont encore les fonds early stage, venture, etc. J'attaque ces fonds-là, je vais les voir de façon très systématique. Alors, en fait, il faut être partout, si vous voulez. Donc, j'enseigne, j'écris des articles, je sors tout le temps, et puis je vais me présenter dans les fonds. Je vais présenter les nouvelles lois, je vais présenter ce que je sais faire, et je me dis, il suffit de montrer qu'on est malin, et à un moment, ça va scorer. Et puis, ça prend. Voilà, vous savez ce que c'est. Si vous êtes partout, à un moment, ça vient jamais de l'endroit où on pense que ça va venir, mais vous avez une surprise et toc, les dossiers rentrent. Et puis un dossier mène à un autre, parce que si vous êtes bon, si vous êtes malin, si vous êtes sympa, si vous vous comportez bien, si vous n'avez pas envie d'assassiner vos clients en honoraires et que vous comprenez que c'est beaucoup plus important de créer une relation de long terme que de faire de l'argent tout de suite, voilà, vous créez une clientèle. Et en fait, c'est ça le plus important dans ce métier, c'est de durer. Donc il faut être patient. Moi, je suis très impatient. Et donc, j'ai appris à prendre sur moi au fil du temps et à constituer ma plotte comme ça. Très clair. Est-ce que vous avez participé à la création du bureau asiatique de CVML? Parce que vous aviez déjà eu une expérience à Phnom Penh, vous étiez passé par Saigon pour un entretien. Est-ce que vous avez participé à cette aventure-là ou pas du tout? Non, en fait, on avait un associé à Tokyo qui était un gars extra, mais qui vivait à Tokyo. Le Japon, c'est un marché très difficile à pénétrer, très spécial. Et donc, voilà. Et puis moi, ce que je voulais, c'était créer mon business. Et vous ne pouvez pas créer votre business partout. Non, ou alors vous le créez plusieurs fois.
Donc non, on travaillait ensemble, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis, à force de créer ça, voilà, vous vient l'envie de voler un peu de vos propres ailes, quoi. Moi, à la conférence avec François Coff, dont on parlait tout à l'heure, on avait eu envie de s'installer à la fin de la conférence. Et puis, on se disait deux choses. On avait un grand avocat qui nous avait dit « Faites attention, les gars, ce métier, ça s'apprend. » Voilà. Et donc, on s'était dit qu'il fallait qu'on apprenne bien notre métier. Et qu'on apprend bien en ayant des patrons, en voyant des dossiers techniques compliqués. Et que c'est plus facile d'apprendre auprès de gens très forts que d'apprendre tout seul. Et puis, on s'était aussi rendu compte qu'on n'avait pas de clients. Et donc, voilà, c'est pas parce que vous avez des dossiers que vous avez des clients, donc il faut aller chercher des clients. Et en fin 2012, je suis revenu des vacances d'été, et puis voilà, je trouvais que je ne sais pas si je tournais en rond, mais en tout cas, j'avais envie de progresser, j'avais envie d'ouvrir, voilà, de tourner une page, de faire autre chose. Et j'ai appelé François. Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas appelé. Je lui ai envoyé un SMS en disant « Allez, viens, on s'installe ». Voilà. Et on s'est installé en 3 semaines. Incroyable. Voilà. Et du coup, comment ça se passe la sortie de CVML? Ça se passe bien? Ça se passe dans la douleur? Et ils comprennent votre choix ou c'est un peu difficile? Sans rentrer dans le détail. Non, sans rentrer dans le détail. Non, mais oui, alors d'abord, je leur ai dit je vous quitte, je vous aime, mais je vous quitte. Parce que je leur reprochais rien. Moi, j'avais envie de progresser, d'avancer. Je pense que c'était un peu dans l'ADN de la structure. C'était très entrepreneurial, ils comprenaient ça. Et puis, quand quelqu'un veut partir, vous savez, vous pouvez tout faire pour le retenir, il s'en ira. Et donc, je pense qu'ils savaient depuis longtemps que j'avais ça en moi. Et donc, ça ne s'est pas du tout mal passé. Et donc, voilà, ils ont, je pense, compris. Ensuite, on s'est installé dans 2 tout petits bureaux dans un centre d'affaires. Et avec deux collaborateurs, hein. Il y avait Mathieu Della Vittoria et Desislava Zadgorska, 2 avocats d'un talent incroyable qui nous ont suivis. Si vous voulez. C'était un truc de dingue quand même. Hein. Ils ont eu confiance et ils ont cru qu'on serait capable de les payer au bout d'un mois. Ce qui était une grande preuve de confiance, mais ce qu'on a fait, voilà. Non, mais blague à part, en fait, ça, voilà, parce qu'on avait des clients, on ne s'est pas installé à 30 ans, hein, on avait 38 ou 39 ans, ça a marché, voilà, puis on a travaillé d'arrache-pied, on a travaillé, pour le coup, je pense que l'année 2013 est sans doute une des années au cours desquelles j'ai le plus travaillé, hein, tous, autant qu'on nous étions. Sur les dossiers, sur le développement, sur la structuration d'une équipe, sur la structuration d'un cabinet, sur la communication, sur occuper le terrain. Et voilà, c'est vrai que ce sont des années assez exaltantes. Hein. Quand au bout de 6 mois, on a pris des locaux, on a passé un dimanche qui, moi, restera un dimanche fantastique dans ma mémoire, où on était avec nos femmes, nos enfants, de la musique très fort, du champagne, et on nettoyait les bureaux, quoi. C'était génial. Nous, c'était la semaine dernière, mais c'est le même travail. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur Mathieu et j'ai oublié son prénom. Desislava. Ils avaient eu aussi l'exemple de François, qui avait été le padawan de Dominique Bonpoint. Et ils avaient, je pense, compris que c'était finalement, on apprenait ce métier avec un patron qui vous enseignait plein de secret sauce pour pouvoir se développer derrière dans le métier. Et ils ont vu en vous, finalement, les patrons qui pourraient être leurs mentors. Ouais, alors oui. Je pense aussi qu'on faisait quelque chose qui était sympa. C'est-à-dire on était une structure, d'abord on était des gars sympathiques, on travaillait très dur, on n'était pas mauvais à ce qu'on faisait. Et les gens nous aimaient bien. Donc je pense qu'il y avait aussi, c'est vrai, il y a un côté évidemment professionnel important. C'est des gens qui sont l'un et l'autre assez analytiques et donc je pense que ça a dû évidemment rentrer en ligne de compte dans leur réflexion. Mais aussi, voilà, je pense qu'on avait un drive, quoi. Voilà.
Donc on a créé de Thomas Kopf from scratch en Et alors, 2013. du coup, là, en 2013, vous commencez finalement à lancer l'aventure. Là, vous rentrez vraiment en responsabilité, même si vous l'étiez déjà au préalable Ouais. dans votre cabinet, parce que vous étiez associé. Là, vous rentrez en responsabilité, parce qu'il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien derrière. Là, il faut développer, il faut payer ses collaborateurs, payer ses locaux et exister, parce que vous repartez quand même, pas de zéro, mais vous repartez avec de la clientèle, mais plus autant que ce que vous en aviez, vous, de votre côté. Et François, lui, du coup, doit encore plus développer. Ouais, alors, on avait quand même des clients, hein. Bien sûr. On avait des clients, et puis moi, chez Coty, mes clients, c'était mes clients. C'est-à-dire que j'avais tout développé. C'était vraiment, voilà, donc ils m'ont fait l'honneur de continuer à me faire confiance. Mais enfin, voilà, c'était mes clients. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à développer, et notamment, on a compté beaucoup sur les grands patrons, les parrains de la profession. Les barons du barreau. Ouais, non mais si vous voulez, c'est plus facile de réussir quand les gens autour de vous, surtout ceux qui ont déjà réussi, peuvent s'approprier votre réussite. Et donc, on a été voir des gens qui avaient déjà réussi, qui sont des grands pontes. Alors pour François, c'était des grands pontes en restructuring, moi plutôt en contentieux, un peu en corporate. Voilà. On a été les voir et on a été les rencontrer voilà, pour leur expliquer ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on était en train de créer. Et donc voilà, on doit beaucoup à tous ces gens-là qui nous ont filé un strapontin, qui nous ont ouvert une place à table. Alors souvent c'est au bout de la table, mais ça nous allait très bien. On était au bout de la table avec des très grands, dans des très très beaux dossiers. Et puis à force de vous voir, les gens s'habituent. Et donc ils se disent que peut-être que c'est pas pour rien. Et puis à un moment, ils se demandent pourquoi la fois là vous n'étiez pas là et ils viennent vous rencontrer seul finalement plutôt qu'avec l'ensemble de la table pour savoir vraiment qui vous êtes et vous découvrir. Ouais, parce que ça a marché très fort, très vite. Voilà. Et c'est vrai qu'on a très vite recruté d'autres gens fantastiques, hein, certains travaillent encore avec moi. Voilà, donc c'est une super, voilà, c'est une très belle aventure entrepreneuriale, assez exaltante. Il y a deux personnes que vous allez voir dans votre chevauchée des pontes du barreau de Paris, c'est Frédéric Pelletier et Juvigny. Ouais. Avec eux, ça se passe différemment, c'est-à-dire que plutôt que de vous tendre la main et de vous donner un strapontin ou de vous mettre au bout de la table, ils vous disent mais nous en fait on a envie de s'asseoir autour de la table avec vous et avec vous deux uniquement. Et là comment ça se passe? Eh ben, on fusionne nos équipes en réalité. On fusionne nos équipes et on se dit que ça a un sens d'être plus nombreux, d'être plus autour de la table. C'était des avocats qui étaient plus vieux que nous, qui avaient une stature et une reconnaissance par le marché qui était supérieure à la nôtre. Et donc, on voit ça comme une opportunité, pas tant une opportunité de business pour nous, mais comme une opportunité de profiter de l'aura qu'ils ont sur le marché. On ne s'est pas dit, tiens, ça va nous donner des dossiers, ça va nous donner de l'argent. On s'est dit, ça va nous aider à faire comprendre au marché à quel point on est sérieux. Voilà. Et donc, ça a bien fonctionné. Et puis, ça nous a permis d'attirer d'autres gens. Parce qu'avec François, très vite, on s'était dit qu'on voulait créer un cabinet qui soit fongible dans autre chose, soit capable d'attirer des gens de grand talent. Voilà. Et c'est difficile dans ce métier, parce que tout le monde n'a pas en lui de rejoindre un cabinet comme ça, un peu entrepreneurial qui se monte et qui a envie d'aller très vite. Quelles sont les étapes un petit peu dans l'évolution de ce cabinet après l'arrivée de Juvigny et de Pelletier? Les étapes, il y en a un certain nombre. D'abord, il y a l'arrivée de plusieurs associés qui sont des gens de talent, qui sont venus accroître à la fois la taille, la masse critique, la capacité à embaucher des collaborateurs, à prendre des nouveaux locaux. Donc, tout ça c'est la croissance un peu normale. La croissance organique, c'est-à-dire l'association des collaborateurs qui deviennent associés. Et puis, comme tout cabinet, c'est-à-dire que travailler à la fois la top line, hein, le chiffre d'affaires, travailler le développement de chaque associé, et puis travailler, moi j'étais très attaché à ça, la bottom line,
C'est-à-dire que la rentabilité d'une structure comme celle-là, elle est fondamentale. Et donc, voilà, essayer de réfléchir en permanence au modèle, à la façon dont on peut le faire évoluer, à la façon dont on peut améliorer la rentabilité de la structure pour rendre aux associés la plus grande proportion possible de leur chiffre d'affaires, pour que, à côté de ce travail qui est fantastique, que moi j'adore, j'adore être avocat, j'adore ça, c'est une chance fantastique, quoi. Mais à côté de ce métier, on a beau l'aimer énormément, il demande beaucoup, il demande un sacrifice fort parce qu'on est au service de nos clients à tout moment, il demande un sacrifice d'autant plus fort que vous faites une matière dans laquelle souvent nos clients vont pas bien, ou ont une rage de dents, ou quelque chose qui les ennuie. Moi, je ne suis pas l'avocat des bonnes nouvelles, je suis l'avocat des contentieux, je suis l'avocat, alors ce sont des contentieux qui peuvent être stratégiques, qu'on peut prendre avec plus ou moins de calme, mais je suis souvent l'avocat des contentieux qui peuvent être des mauvaises nouvelles si ça se passe mal. Donc il y a de la tension, et donc ça pèse. Les anglo-saxons diraient it takes a toll. Voilà. En 2015 ou en 2016, j'ai oublié la date et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, François Kopf décide de partir pour rejoindre le cabinet d'Arroy. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? C'était finalement votre binôme, le bonhomme avec qui vous aviez décidé de vous lancer dans l'aventure. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous dites ok, il faut que je parte, ou ok, c'est un traître, comment ça se passe? C'est triste. D'un point de vue personnel, c'est triste, c'est un moment triste parce que voilà, c'est pas comme ça qu'on avait envisagé les choses. Mais bon, c'est professionnel, d'accord? Donc c'est triste, mais c'est pas personnel. Hein, c'est comme dans Le Parrain. Ouais. It's just business. Voilà. Moi, je m'interroge personnellement. Est-ce que j'ai envie de continuer? Voilà. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à faire dans le cabinet. Et donc, François s'en va. C'est vrai que Darrois n'est pas la dernière des boutiques. Donc, je me dis aussi qu'on doit faire quelque chose de bien. Si Darrois est capable d'identifier quelqu'un, un de mes associés, comme étant suffisamment fort pour les rejoindre, donc on ne doit pas totalement se planter. Donc on voit dans la mauvaise nouvelle les choses plaisantes qu'on a envie d'y voir, et puis qu'est-ce que vous voulez, je me mets au travail, je me remets au travail, voilà. Et donc on continue, on bosse. Et là vous restez encore combien de temps? Je suis resté jusqu'à la fin 2019. Ok. Et là du coup, donc de 2015 à 2019, vous remettez au travail, vous continuez à développer votre cabinet, vous continuez à développer votre chiffre. Et au bout d'un moment, finalement, sentiment de lassitude ou envie d'aller plus haut que ce que vous avez déjà? Ouais, c'est pas de la lassitude, c'est que dans ce métier, si vous progressez pas, vous êtes en échec. Parce que la roue tourne très lentement, que la carrière est une femme un peu capricieuse, hein, qui voudrait qu'on l'attende. Et donc, il faut progresser tout le temps pour pas que ça s'arrête. Voilà. Pas que la roue s'arrête. Et donc je voulais continuer à progresser. Et donc c'était pas de la lassitude. Alors j'avais, oui, parfois un peu de lassitude, mais c'était pas tellement le sujet, c'était pas la lassitude, c'était vraiment l'envie de progresser. Mais voilà. C'était pas un caprice. C'était vraiment pouvoir aller progresser, aller plus loin. Ah ouais, pas du tout un caprice, non. Très clair. Non, caprice, je vais vous dire mon caprice. J'ai fait un CAP pâtissier. Ça, c'était un peu un caprice parce que je voulais m'aérer la tête et donc j'ai passé un autre diplôme. Ça, c'était un peu un caprice. Mais non, c'est pas. Y a pas, ça n'existe pas les caprices professionnels. Bon, je le dirais aux auditeurs, mais là, il n'y a pas de gâteau devant moi. Ouais. C'est vrai. Non, les caprices professionnels, je suis d'accord. Ouais, ça n'existe pas. Vous suivez vos envies. Vous pouvez faire des erreurs ensuite. Ça, c'est autre chose. Mais vous suivez. Moi, j'ai toujours suivi mes envies. J'ai toujours fait en sorte qu'elles ne soient pas dictées par autre chose que l'envie de progresser professionnellement. Il y a des moments où on vient vous chercher, où on vous propose plein d'argent. Si vous y allez que pour l'argent, sans doute c'est une erreur. Si vous y allez que parce que quelque chose vous plaît et que c'est pas nécessairement vraiment professionnel, c'est sans doute une erreur. Voilà. Et donc, moi j'ai toujours suivi mes envies, toujours. C'est, je pense, ma plus grande liberté et mon plus grand plaisir, et c'est ça qui fait que j'aime autant ce métier, c'est que je peux plaider dans un dossier compliqué de contentieux d'actionnaires et aller plaider un petit dossier de pénal avec un copain qui me demande de venir plaider avec lui. Et voilà. Voilà. Ça, c'est fantastique dans ce métier. Je suis mes envies. Voilà. Faut suivre ses envies, toujours. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu envie de continuer à progresser.
Et donc, c'est comme ça que j'ai changé. Donc, j'ai rejoint le cabinet Hogan tout début 2020. Le 1er janvier 2020, je suis arrivé ici pour essayer de travailler à restructurer l'équipe contentieux qui était à la fois animée par des associés qui sont très talentueux et qui avaient connu des départs assez déchirants. Voilà. Moi, j'étais pas là, donc c'était très facile pour moi de m'inscrire dans un mouvement de reconstruction de l'équipe, qui est une équipe significative. Hein. On est quasiment une trentaine d'avocats en contentieux pur. Et donc, voilà, ça me semblait être un challenge à la fois de management très amusant, différent d'être chez soi, et puis aussi une possibilité de continuer à progresser, à la fois dans des dossiers différents et avec des clients différents. Des dossiers différents parce que ici, quand vous avez une trentaine d'avocats, vous avez une force de frappe qui vous permet d'intervenir sur des dossiers sériels sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir quand vous êtes dans votre boutique. Vous n'avez juste pas les bras, ou alors ça ne vous intéresse pas parce que si vous y consacrez les bras, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose. Donc ça n'a pas de sens. Et ici, on a le luxe de pouvoir faire ça. Ça, c'est très amusant. Et puis, des clients différents parce que, quel que soit votre talent, votre capacité de développement, c'est très difficile d'aller pitcher des clients internationaux pour des gros dossiers si vous n'avez pas une marque qui fait que la personne qui vous désigne est... Ceinture bretelle. Ouais, enfin, en tout cas, c'est plus facile pour cette personne-là de vous désigner parce qu'il y a une marque. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ici, alors, il n'y a rien qui tombe tout cuit. Hein. Il n'y a pas le mythe de la gouttière des gros cabinets internationaux qui fait que vous vous collez au rez-de-chaussée sous la gouttière et que les dossiers tombent tout seuls. Ça n'existe pas. Ça, j'ai découvert que ça n'existe pas. Il y a un cross-selling très fort avec le M&A, évidemment, avec le restructuring, évidemment, qui génère des contentieux. Donc oui, il y a du cross-selling, mais les plus beaux dossiers, entre guillemets, c'est ceux que vous allez chercher vous, toujours avec votre couteau et en caleçon, mais cette fois-ci, d'abord, vous êtes une armée en couteau et en caleçon, donc c'est plus facile, parce qu'on peut encercler les ours, et puis, je pense qu'il faut que j'arrête avec cette métaphore filée, et puis non, surtout, voilà, vous avez accès quand même à des entrées qui sont beaucoup plus faciles. Ce qui fait qu'en fait, vous n'arrivez pas de nulle part, vous ne devez pas en permanence justifier qui vous êtes, et ça vous permet de vendre, en tout cas de pitcher une énergie, une équipe, un track record qui peut vraiment emporter le morceau. Et puis en plus, au sein de ce cabinet, il y a quand même la business développeuse la plus en vue du barreau de Paris, qui est Mireia, et qui ouvre aussi un certain nombre de portes à beaucoup d'avocats au sein de ce cabinet. Et vous avez des services support en plus, vous avez des services qui vont pouvoir travailler votre communication, qui vont pouvoir vous épauler. Et ça a dû changer aussi par rapport à ce que vous avez connu par le passé. Ouais, c'est un très grand confort, c'est vrai, c'est un très grand confort. Mais encore une fois, c'est un très grand confort au service d'un objectif qui reste le même, qui est toujours difficile à atteindre. Et donc il faut tous les jours y retourner, il faut sortir, il faut continuer. Moi je continue, j'enseigne, j'écris, voilà, je n'arrête pas. Est-ce que vous gardez du coup un temps dédié au développement en disant ok, en fait je vais mettre sur 60%, 50% de prod, de la prod stratégique, c'est-à-dire que je vais illustrer le sens des dossiers, même je vais plonger à l'intérieur sur certains points extrêmement techniques et des points qui vont me faire progresser, et le reste du temps je dédie 20% de mon temps au management de mes équipes et 30% au développement de nouveaux clients, de clients existants? Je serais bien incapable okay. C'est pas du tout aussi systématique. J'avais ça de façon très systématique quand on a créé notre cabinet. On se voyait une fois par semaine à un comptoir de bar et on descendait des listes. Voilà. Là, je fais mes listes un peu dans mon coin, mais c'est beaucoup moins systématique. C'est moins fun quand même. Non, parce qu'on chasse en meute. Oui. On chasse en meute et donc on réfléchit individuellement au collectif. Voilà. Et du coup, ça veut dire que vous avez des travaux qui sont organisés entre guillemets entre le patron du M&A, le patron du contentieux, le patron du tax et le patron de l'IP-IT pour dire ok, en fait, où est-ce qu'on va aller chasser ce mois-ci pour regarder s'il y a des clients à aller chercher? Exactement. Très clair.
exactement. Excellente chose. Donc aujourd'hui, vous êtes devenu associé finalement au sein d'Hogan Lovells, donc qui est un cabinet qui est différent, parce que c'est un cabinet d'origine anglo-saxonne, qui arrive ou alors que vous aviez travaillé dans des boutiques françaises, et donc vous deviez quand même avoir un changement important. Ça fait 1 an et demi, pardon, que vous êtes, un peu plus d'1 an et demi, que vous êtes au sein de ce cabinet. Et c'est quoi les objectifs pour la suite? D'abord, continuer mon développement, continuer à avoir des beaux dossiers, m'amuser, c'est très important, gagner, c'est très important, très très important de gagner. Et puis, non, mais écoutez, c'est ça, c'est développer l'équipe, quoi, développer les hommes. J'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi. Sans qui rien de tout ceci n'est possible. Alors ça, on a l'impression d'être aux Oscars quand on dit ça, mais c'est la réalité. Ça n'existe pas quelqu'un qui réussit tout seul. Donc chacune des victoires ou des défaites, voilà, j'en porte la responsabilité, mais c'est une œuvre collective, quoi. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est comme ça qui est le plus sympa dans ce métier, c'est travailler avec les gens. Vous êtes au barreau de Paris, vous êtes associé au sein de ce cabinet et vous me disiez au préalable que l'ordre, ça pourrait vous tenter. Vous êtes aujourd'hui candidat au Conseil de l'ordre. C'est quoi finalement le message que vous voulez porter en rejoignant cet organe des avocats? Au Conseil de l'ordre, il y a... Alors, d'abord, on n'a pas de programme parce qu'on se met au service du bâtonnier, en l'occurrence de la bâtonnière, Julie Couturier, qui est une femme exceptionnelle. Je vous avais interrogé, je crois. Ouais, que j'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai envie de mettre mon envie, ma connaissance des différents modes d'exercice de ce métier. C'est-à-dire que j'ai exercé dans une structure française moyenne, dans un cabinet tout petit que j'ai créé, dans une grosse structure aujourd'hui. J'ai, je crois, une vision assez précise de ce qu'est le barreau d'affaires. Ensuite, j'ai pas mal d'énergie, j'ai envie d'en mettre une partie au service de l'ordre. Et puis, je pense que l'ordre fait plein de trucs fantastiques, mais il doit être très représentatif. Si on ne s'intéresse pas à la chose ordinale, en fait, il n'y a que ceux qui s'y intéressent depuis toujours, qui vont continuer à y aller, et qui feront que l'ordre, qui est déjà loin des avocats de Paris, parce qu'on est un barreau très nombreux, que l'ordre restera aussi loin. Et, voilà. Et donc, voilà, aller porter la parole du barreau d'affaires au sein de l'ordre des avocats, il me semble que c'est quelque chose, voilà, je pourrais être utile, donc ça m'amuserait beaucoup. Et là, la campagne que je fais en ce moment, c'est assez génial parce qu'on rencontre plein de confrères et qu'on se rend compte d'abord que d'abord ils sont géniaux, c'est-à-dire que ils sont très différents, ils exercent de façon totalement différente, dans des structures totalement différentes, et que quand même ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de business qui fonctionne dans ce métier. Peut-être parce qu'on a le business model le plus simple, hein, voilà, mais il y a plein de façons différentes de le faire, et donc ça me ferait plaisir de continuer à voir les confrères comme je le fais en ce moment. Alors peut-être pas au même rythme que la campagne, parce que ça prend beaucoup de temps et ça éloigne un peu des dossiers, mais voilà, au conseil, si je suis élu, à partir du 1er janvier. Parfait. Écoutez, maître, c'est une excellente chose. Je vous ai pris pas mal de temps ce matin. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à destination de votre cabinet, de vos équipes, des patrons, des grands barons qui ont pu vous tendre la main au moment où vous les avez rencontrés et sollicités avec François pour les élections, que sais-je, vous avez carte blanche? Non, alors les grands barons, comme vous dites, et les baronnes, hein, je les remercie, ils le savent et je leur dis quand je les vois. Non, c'est peut-être aux jeunes, il faut s'appuyer sur ses confrères. Appuyez-vous sur les confrères. Voilà. Allez demander aux gens de vous expliquer, de comprendre ce qu'ils font. Voilà. D'abord parce que les avocats, ils adorent parler d'eux-mêmes, donc ils vous recevront avec grand plaisir. Et puis ensuite, parce que en vrai, ils sont généreux. Voilà. Il y a comme partout, on a nos brebis galeuses, mais en vrai, les avocats sont assez généreux et ils vous ouvriront les portes. Et donc,
Moi, je me suis toujours appuyé beaucoup sur les confrères, beaucoup sur les anciens de la conférence, sur les anciens du barreau d'affaires. Voilà. Et c'est très précieux. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. Et j'invite surtout ceux qui se lancent, à le faire. Et je cautionne carrément le propos parce que nous, on est reçus aussi partout et les avocats ouvrent les portes de leur cabinet avec énormément d'enthousiasme, d'engouement et de curiosité. Moi, je suis d'accord. Et donc, c'est une bonne chose. Maître de Thomas, je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite bonne chance pour les élections. Merci. Bon courage dans le développement de votre cabinet et surtout, continuez à avoir la pêche, l'énergie et le sourire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.